En voyage d'affaires, ma mère m'appelle en larmes, ton grand-père est gravement blessé, il nous faut de l'argent. Je lui donne le code de mon coffre et rentre aussitôt. Mon grand-père va bien, mais mes 5 millions d'euros ont disparu. J'éclate de rire. Car le code que je lui ai donné était. Alors que je finalisais un contrat d'1 million d'euros à Paris, mon téléphone a vibré. La voix de maman tremblait, presque brisée. Je l'ai appelé. Ton grand-père est gravement blessé. Nous avons besoin d'argent pour le traitement. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas réfléchi une seconde. Je lui ai donné le code de mon coffre-fort, annulé toutes mes réunions et j'ai foncé vers la maison comme si ma vie en dépendait. Mais quand je suis arrivé, grand-père était assis sur la terrasse, buvant son café, en parfaite santé. Mes 5 millions d'euros, cependant, avaient disparu. Je me souviens avoir ri si fort que je lui ai fait peur, parce que le code du coffre que j'avais donné à ma mère n'était pas celui qu'elle croyait. Cela aide cette chaîne à grandir et maintient ces histoires vraies en vie. Je m'appelle Étienne Valette et voici comment j'ai appris que parfois, les personnes qui vous élèvent peuvent aussi vous voler jusqu'au dernier sou et s'attendre encore à ce que vous leur pardonniez. Le ciel au-dessus de Paris ressemblait à de l'acier brossé cet après-midi-là. Une pluie fine glissait sur les parois de verre de la tour Élysée Finance à la Défense. Je me tenais devant une salle remplie d'investisseurs, pointeur laser à la main, sur le point de conclure un contrat de 12 millions d'euros. Les chiffres s'alignaient parfaitement, le genre de moment pour lequel j'avais passé des années à trimer. Puis mon téléphone s'est allumé, maman. Et tout ce que je croyais savoir sur la famille s'est effondré en l'espace d'un souffle. Sa voix a crépité dans le haut-parleur, tremblante et paniquée. Étienne. C'est grand-père. Il est tombé dans les vignes. Il est à l'hôpital. C'est grave. Ils ont besoin d'argent tout de suite pour l'opération. En fond sonore, j'ai entendu ce qui ressemblait à des sirènes et des cris chaotiques. Mon estomac est devenu glacial. Grand-père Eugène n'était pas seulement un parent. Il était la seule personne de la famille Valette qui m'ait jamais vu pour qui j'étais. Quand mon père m'ignorait ou que mon frère Philippe obtenait tout sur un plateau, grand-père était celui qui disait « Continue, Étienne. Un jour, ils verront. » Quel hôpital, ai-je demandé, en fourrant déjà des papiers dans ma mallette. L'hôpital Saint-Louis, a-t-elle sangloté. Ils exigent une avance. S'il te plaît, chérie, donne-moi le code de ton coffre. Nous ferons le virement immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai même pas scié. 7410, ai-je dit, et ses sanglots ont traversé la ligne comme du verre qui se brise. Quand l'appel s'est terminé, mon assistante se tenait à la porte, une tablette avec le contrat final à la main. Je lui ai dit d'annuler le vol pour Lyon, de leur dire qu'un imprévu était survenu. Son visage s'est décomposé, peut-être parce qu'elle ne m'avait jamais vu ébranlé auparavant. Je m'en fichais. La vie de mon grand-père comptait plus que n'importe quel contrat. J'ai conduit toute la nuit en direction de la région de Bordeaux, l'autoroute glissante sous la pluie. Les essuie-glaces battaient au rythme des pensées qui se bousculaient dans ma tête. Mon frère Philippe menait une vie que je n'aurais jamais pu me permettre. École privée, voiture rapide, entreprise qui s'effondrait avant même d'être lancée. J'avais cumulé 2 emplois à l'université, bâti une carrière à partir de rien, pour me sentir encore comme un étranger dans ma propre famille. Le seul moment où la famille semblait compter, c'était quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. À l'aube, je fonctionnais à la caféine et à la peur. Je me répétais simplement que cela n'avait pas d'importance, si grand-père s'en sortait, le reste pouvait attendre. Les vignobles de Bordeaux apparurent comme des fantômes à travers la brume matinale, le genre de calme qui rendait le chaos du monde impossible à croire. Quand je me suis garé devant la villa, la lumière du porche brillait d'un jaune doux. À travers la fenêtre, je l'ai vu, assis dans son fauteuil, robe de chambre lâchement nouée, un journal plié avec soin sur ses genoux. En bonne santé, entier, souriant légèrement en me voyant. Il a paru perplexe quand je suis entré, la pluie dégoulinant de mon manteau. « Mais pourquoi diable n'es-tu pas à Paris ?» a-t-il demandé. Je me suis figé net. Ma gorge s'est serrée. Les mots ne venaient pas, seulement la soudaine et écœurante prise de conscience que quelque chose n'allait pas du tout. L'odeur de grains de café torréfié emplissait la cuisine, âpre et amère. Grand-père m'a versé une tasse, la vapeur s'enroulant dans le silence entre nous. Mon pouls battait toujours la chamade. « Tu vas bien ?» ai-je finalement dit, ma voix pleine d'incrédulité. Maman a appelé. Elle a dit que tu étais tombé.
Que tu étais à l'hôpital. Ses sourcils se froncèrent, de profondes rides creusant son front. Tombé? Je n'ai pas mis les pieds dans cet hôpital depuis l'enterrement de ta grand-mère. Elle t'a vraiment dit ça? Elle pleurait? Grand-père, j'ai entendu des sirènes. Il a soupiré, un son long et fatigué, le genre de son qui porte le poids des années. Elle voulait que je te dise de ne pas venir cette semaine. Elle a dit qu'il y avait des affaires de famille à régler et que ta présence compliquerait les choses. Je ne pensais pas qu'elle irait si loin. Quelque chose a basculé en moi, la colère d'abord, puis l'incrédulité, puis une froide lucidité qui ne laissait aucune place au déni. J'ai sorti mon téléphone et ouvert Instagram, le pouce tremblant. Le compte de Philippe est apparu instantanément. Une photo éclatante de lui sur un yacht, un verre à la main. L'horizon de Nice derrière lui. Mes parents se tenaient à ses côtés, rayonnant en lin blanc, des coupes de champagne levées. La légende disait, la famille avant tout. J'ai fixé l'image jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Ils avaient menti. Menti sur un hôpital, sur une urgence, sur tout. Grand-père a dû le voir sur mon visage. Sans un mot, il s'est levé et est allé dans son bureau. Quand il est revenu, il tenait un épais dossier jauni sur les bords. J'allais te montrer ça un jour ou l'autre, a-t-il dit doucement en le posant sur la table. Autant que tu le vois maintenant. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des rapports de fiducie, des documents juridiques avec la signature de mon père griffonnée en bas. Je les ai parcourus, l'odeur du papier et de l'encre se mêlant au café amer. Les chiffres étaient précis, implacables, des transferts depuis la fiducie Valette. Modeste au début, 50 000 € par-ci, 100 000 par-là, toujours pour l'éducation de Philippe, pour des initiatives commerciales familiales. En 5 ans, les montants s'étaient accumulés pour former une montagne. C'était là, noir sur blanc, ma part de la fiducie de 5 millions d'euros, siphonnée petit à petit, réaffectée au luxe de Philippe et aux investissements de mes parents. J'ai reculé sur ma chaise, agrippant le dossier si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ils m'ont volé, ai-je dit, à moitié pour moi-même. Le visage de grand-père était grave. J'ai donné à ton père un contrôle limité des actifs il y a des années. Je voulais être juste, vous donner à tous les deux la même chance de diriger un jour. Mais il y avait une clause. Il a tapoté le bord du dossier. Si une quelconque malhonnêteté ou un détournement était prouvé, ce contrôle serait révoqué immédiatement. Ma tête s'est relevée d'un coup. Tu as toujours ce contrat. L'original, avec l'addendum dont ton père pensait que personne ne se souvenait. Il est sous clé dans mon bureau. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. L'appel de ma mère, le voyage soudain à Nice, les vacances familiales mises en scène. Il ne prenait pas seulement mon argent. Il m'effaçait complètement de l'empire familial. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le seul son était le tic-tac de l'horloge sur le mur, chaque seconde martelant un peu plus la vérité. Je devrais aller les voir maintenant, ai-je dit. Les confronter. Les forcer à s'expliquer. Non, a coupé doucement grand-père. Pas encore. Ils vont déformer la vérité. Tu as besoin de preuves, pas de colère. Il avait raison. Mais le silence qui a suivi brûlait comme de l'acide. J'ai baissé les yeux sur mes mains, sur la vie que j'avais construite grâce à un travail qu'il n'avait jamais reconnu, et j'ai senti quelque chose durcir en moi. J'ai sorti mon téléphone et tapé un message à ma mère, je suis bien rentré. Quand grand-père sera stable, je passerai à l'hôpital. Quelques secondes plus tard, un unique autocollant est apparu, un cœur souriant. C'était tout. Je me suis tourné vers grand-père. J'aurais besoin d'un avocat, ai-je dit doucement. Un qui n'a pas froid aux yeux. Et j'aurais besoin de tous les documents originaux que tu as. Il a hoché la tête lentement, les yeux vifs malgré son âge. Mireille Dubois, a-t-il dit. Ta tante. Elle a quitté l'entreprise il y a des années à cause de tes parents. Elle t'aidera. Dehors, la lumière du matin se déversait sur le vignoble. De l'or sur la rosée. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose passer de l'incrédulité à la résolution. Quel que soit le jeu auquel ma famille jouait, il venait de commettre une erreur fatale. Il m'avait rappelé qui j'étais. Et j'en avais fini d'être invisible. J'ai atterri à Paris plus tard dans la journée, des documents en poche et un plan se formant comme un noyau dur dans ma tête. L'appartement de luxe sentait la même chose cuire, huile de citron, l'ozone léger de la pluie dehors mais rien ne semblait familier.
J'ai appelé Mireille en quittant l'aéroport et je lui ai tout raconté, les photos Instagram, les retraits listés dans le dossier de grand-père, le timing étrange des transferts. Elle a écouté sans interruption, puis a dit la chose que je voulais et craignais d'entendre à la fois. Ce n'était pas seulement de la cruauté familiale. C'était de la fraude, et si nous agissions correctement, nous pourrions arrêter le transfert qui achèverait de me dépouiller. Au téléphone, nous avons esquissé un plan en 3 volets, surveillé, verrouillé juridiquement et exposé publiquement si nécessaire. Je lui ai parlé du code du coffre que j'avais donné à ma mère. Je lui ai dit que j'avais déjà modifié les avoirs. La majeure partie de la valeur avait été tokenisée et déplacée vers une garde institutionnelle sécurisée des mois auparavant. Elle m'a demandé d'activer tous les journaux d'activité que nous avions et de ne rien toucher jusqu'à ce qu'elle ait les papiers de gel d'urgence prêts. J'ai accepté, mais je savais aussi à quelle vitesse ils agissaient quand ils le voulaient. De retour chez moi, j'ai trouvé le bureau exactement comme je l'avais laissé, à l'exception des petites améliorations que j'avais demandées après mes années d'université à peine dormir. Un panneau mural caché, une console biométrique, un groupe de caméras miniatures braquées sur le coffre-fort. J'ai lancé les vérifications du système et armé les détecteurs de mouvement. Le coffre-fort était l'ancien dont grand-père avait plaisanté quand j'étais enfant, le genre qui ressemblait à une relique. Derrière sa façade, cependant, j'avais installé un compartiment leur y avait glissé une clé USB vierge intitulée « Grand livre de la fiducie ». Les vrais actifs étaient ailleurs, cryptés et intouchables. Mais la famille ne le savait pas. Ils avaient été formés pour chercher de l'argent liquide et du papier. C'est ainsi que la cupidité humaine aime encore sentir sa récompense. Mireille a envoyé un SMS avec une heure d'arrivée estimée pour le bureau de son avocat. Elle contacterait un juge, demanderait une ordonnance de restriction temporaire et contacterait discrètement 3 actionnaires majeurs qui se souciaient encore de la réputation de l'entreprise. J'ai configuré des exportations automatiques des caméras du coffre pour qu'elles se téléchargent sur un serveur privé et j'ai programmé une alerte conditionnelle pour envoyer les images à Mireille et aux actionnaires si un mouvement se produisait. Puis je me suis assis et j'ai attendu, ce qui est la partie la plus difficile quand chaque minute ressemble à une décision. Les journaux ont sonné alors que je préparais un petit sac. Un scan d'empreintes digitales horodatées aux premières heures du matin. L'accès s'est fait par proximité et biométrie, l'empreinte digitale de ma mère. Mon estomac s'est noué d'une manière presque physique. Le flux vidéo les montrait, mon père, les yeux écarquillés, ma mère, souriant trop fort, tous deux actionnant la serrure avec le code que j'avais donné. Ils se déplaçaient comme des professionnels qui avaient répété leur rôle. Ils ont ri quand le compartiment a cliqué et se sont étreints comme si la victoire était une chose à célébrer. La voix de Philippe retentit lors d'un appel précipité, c'est fait. Les mots dans l'enregistrement étaient désinvoltes, presque ennuyés. Et dans cet ennui, j'ai entendu la cruauté. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la clé USB était un mouchard actif. Elle contenait un programme simple qui diffusait la vue exacte de la cavité intérieure du coffre vers un serveur que je contrôlais seul, horodaté et enregistré. Chaque seconde de prenant le faux paquet, le cachant dans un sac de voyage, le chargeant dans la voiture était capturé et illisible pour quiconque essaierait d'ouvrir le lecteur sans ma clé. J'ai envoyé les images à Mireille en quelques minutes, et elle m'a répondu par email avec des instructions. Déposer le gel d'urgence. Avertir la maison de courtage, la police. Ne pas les confronter seuls. Et le plus important, se préparer à rendre l'affaire publique si la banque traîne les pieds. J'ai également configuré les emails conditionnels pour envoyer la vidéo à 3 actionnaires majeurs si des virements dépassant un seuil bas étaient tentés. S'ils essayaient de blanchir de l'argent hors du pays, les personnes qui se souciaient réellement de la valeur à long terme de l'entreprise le verraient et réagiraient. Quand je suis retourné à Bordeaux cette nuit-là, je me sentais moins comme un fils et plus comme quelqu'un qui tend un piège à un serpent qu'il appelait autrefois famille. J'ai étalé les preuves sur la table de la cuisine de grand-père, capture d'écran du yacht, retrait, photo de la caméra de mon coffre. Je ne ferai pas ça à la maison, lui ai-je dit. Je le ferai là où ça ne peut pas être contesté. Sa main a trouvé la mienne à travers le dossier, ses doigts fins et chauds. Où, a-t-il demandé. J'ai prononcé le mot et il a hoché la tête. L'idée de Nice semblait obscène. Une station balnéaire pleine de gens pour assister au spectacle. Un gala où ils essaieraient de conclure leur crime avec du champagne et des discours. Si nous pouvions arrêter l'argent avant qu'il ne quitte le pays et montrer au monde la vidéo de prenant le faux paquet, nous pourrions à la fois geler le transfert et ruiner leur image d'une manière qui ferait reculer les banques et les actionnaires. C'était impitoyable, mais la loi peut aussi être impitoyable.
Les vignes à l'extérieur de la fenêtre de la cuisine se balançaient dans le vent, et j'ai senti pour la première fois depuis l'appel que j'avais un avantage. Nous nous sommes envolés pour Nice avec le dossier et le contrat original rangé dans une mallette que grand-père refusait de quitter des yeux. Mireille a passé des coups de fil pendant le trajet, des greffiers, le juge sur lequel elle pouvait compter, et une poignée de journalistes qui avaient déjà couvert des scandales d'entreprise. Le complexe hôtelier où la famille prévoyait l'annonce était tout en verre et en palmier, un endroit conçu pour que les riches se sentent immortels. Ils avaient invité des investisseurs, des dignitaires locaux et tous les journaux qui comptaient dans les cercles de l'hôtellerie. Mes parents n'avaient jamais été aussi soucieux des apparences, ce qui les rendait vulnérables, comme toute personne qui vénère l'image. Mireille et moi nous sommes répartis les tâches dès notre arrivée. Elle a finalisé les dépôts d'urgence et a téléphoné aux responsables des relations bancaires. J'ai parcouru le périmètre de la salle de bal et cartographié les angles de caméra et les points de vue. Dans un coin de ma tête, je continuais de regarder les images du coffre, la boucle que nous avions conservée, parce que la preuve est une chose tenace quand on veut que les gens arrêtent de croire ce qu'ils veulent croire. À son bureau à Marseille, Mireille avait trouvé un autre élément troublant, un virement en attente de 1,2 million d'euros sur le point d'être autorisé depuis la fiducie. Si ce virement passait, le compte offshore recevrait les fonds et notre moyen de pression s'effondrerait. Elle m'a dit sans détour que si l'argent bougeait, la voie légale se réduirait à des poursuites civiles qui pourraient prendre des années. Nous devions les frapper là où ils ne pouvaient pas se permettre d'être touchés, leur réputation, en public et auprès des actionnaires. Nous avons travaillé toute la nuit sur 3 pistes parallèles. Premièrement, Mireille a déposé l'ordonnance d'urgence pour geler tout transfert et a demandé des audiences accélérées. Deuxièmement, j'ai rédigé la publication pour les réseaux sociaux qui, si nécessaire, serait publiée sur le compte de Philippe, courte, précise et liée au serveur de preuves pour qu'elle ne puisse pas être niée. Troisièmement, Mireille a envoyé des notes discrètes à 3 actionnaires clés leur demandant de retenir leurs approbations lors du gala jusqu'à ce que l'entreprise clarifie les divergences. C'était chirurgical, conçu pour créer une réaction en chaîne qui forcerait la banque à faire une pause et les inviter à s'interroger sur ce qu'on leur avait dit. Pendant que nous planifions, un appel inattendu est venu de ma mère. Son ton était bas, maîtrisé, d'une manière qui avait plus le goût de la menace que de la raison. « Tu fais une erreur », a-t-elle dit. « L'argent est en sécurité. Si tu continues à insister, nous cessons d'être une famille. » J'ai entendu la culpabilité bien rodée, la berceuse du manipulateur. Je lui ai dit, plat et froid, la famille a pris fin le jour où tu as menti à propos de grand-père. Elle n'a pas répondu, seulement un silence qui ressemblait à une présence. Après l'appel, j'ai dit à Mireille d'être prudente. L'information fuyait déjà. Quelqu'un au sein de son cabinet avait signalé le dépôt d'urgence, et la banque avait ralenti notre demande. Le matin du gala, la salle de bal scintillait sous les lustres, mais tout semblait fragile, comme un acteur de verre sur le point d'entrer sous les projecteurs. Les invités étaient assis pendant que les serveurs polissaient l'argenterie et que le personnel ajustait les cartons nominatifs. Philippe se tenait au bord de la scène comme un homme attendant une validation qu'il n'avait pas méritée. Mes parents se déplaçaient dans la foule avec les sourires polis d'une royauté bien entraînée. J'ai ressenti un calme étrange en vérifiant mon téléphone une dernière fois. Les images du coffre avaient été dupliquées sur des serveurs sécurisés, Mireille avait une audience de prévue et les actionnaires avaient reçu mon alerte conditionnelle. Nous avions coupé la moitié des voies qu'ils pouvaient utiliser pour s'échapper. Puis l'avocat de la banque s'est approché nonchalamment de Mireille et a dit que l'ordonnance de gel était retardée en raison d'un examen de conformité. Les mots ont atterri comme un coup de poing, car cela signifiait que quelqu'un était intervenu. La mâchoire de Mireille s'est crispée. Elle soupçonnait qu'un contact de mon père à la banque avait poussé à l'examen pour gagner du temps. Le temps est la monnaie des voleurs. J'ai décidé de déplacer le combat sur la place publique. S'il pouvait ralentir la loi, il ne pourrait pas ralentir l'indignation publique. Du moins, pas sans un coup de réputation énorme. Je suis monté sur scène pendant l'événement et, avant que mes parents ne puissent commencer leur discours, j'ai demandé le micro avec le genre de calme qui fait qu'une salle se penche pour écouter. J'ai dit à la foule que j'avais une déclaration à faire, et que rien de leurs mots répétés ne les sauverait maintenant. Les écrans autour de la salle se sont allumés avec les images du coffre, leurs mains sur le coffre, le sac, l'appel de Philippe. Le son dans la salle est passé de murmures polis à un brouhaha de voix choquées. Le visage de mon père est devenu cendré. Le sourire étudié de ma mère s'est fissuré. Les invités qui avaient fait le voyage pour honorer un héritage regardaient maintenant cet héritage s'effilocher en temps réel. Les actionnaires chuchotaient dans leur téléphone.
L'équipe de relations publiques de l'autre s'agitait, mais les dominos tombaient déjà. Après avoir fini, Mireille a tendu à grand-père le contrat original et a lu à voix haute la clause qui révoquait le contrôle de gestion en cas de détournement prouvé. La salle, qui était venue célébrer un héritier, est restée stupéfaite alors que la réalité juridique s'imposait. Quelqu'un dans la foule a chuchoté que les gros titres faisaient déjà le tour du web. J'ai regardé les expressions de mes parents, non pas avec victoire, mais avec la froide reconnaissance qu'une vie construite sur une perfection soignée venait d'être vue pleinement, sans filtre, pour la première fois. Dehors, le ciel de Nice était meurtri par la nuit qui approchait, et à l'intérieur du complexe, le masque qu'ils avaient porté pendant des années glissait sous la pression de ce que j'avais fait. La salle de bal scintillait comme une cage de verre, chaque surface reflétant une lumière dorée et une tromperie coûteuse. Le groupe de jazz jouait des mélodies basses et polies tandis que des invités en costume de créateurs trinquaient sous l'énorme lustre. Les bannières derrière la scène proclamaient « un héritage en mouvement ». Et la foule attendait l'annonce, le passage officiel de l'Empire Valette de Roland à son fils favori, Philippe. Je suis entré par les portes de service juste au moment où les caméras commençaient à tourner. Les têtes se sont tournées, des chuchotements ont parcouru la foule comme de l'électricité statique. Mon père s'est figé au milieu d'un sourire. La main de ma mère a agrippé son bras, ses jointures blanches. Philippe a semblé perdu un instant, ne sachant s'il devait sourire ou paniquer. J'ai souri en m'approchant du podium. « Bonsoir », ai-je dit, en prenant le micro. C'est un honneur d'assister à ce grand transfert de pouvoir. Quelle belle façon de célébrer la mort de l'honneur d'une famille. Quelques invités ont ri, pensant que c'était une sorte de blague étrange. Puis les lumières se sont tamisées et l'écran géant derrière moi a pris vie. Dessus, la vidéo de sécurité a défilé, mes parents debout devant mon coffre-fort, entrant le code 7410, sortant un sac et s'embrassant comme deux voleurs qui viennent de déjouer le destin. La voix de mon père a résonné dans les haut-parleurs de la salle de bal, c'est bon. Transfère le complexe hôtelier à Philippe demain. Le silence qui a suivi était suffocant. Les coupes de champagne se sont figées en l'air. Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur. Mon père s'est jeté sur le micro. C'est une fabrication, a-t-il crié, sa voix se brisant. Un montage destiné à nous humilier. Je l'ai laissé parler, puis je suis passé à la diapositive suivante. Des scans en gros plan des registres de transactions, chacun estampillé de sa signature et d'une vérification par empreinte digitale. Une contrefaçon, ai-je demandé doucement. Répétez-leur ça. Tous les regards ont oscillé entre nous. Les lèvres de ma mère tremblaient. Et puis Philippe, mon frère en or, l'héritier prodigue, s'est avancé, le visage pâle et en sueur. Je ne savais pas, a-t-il balbutié. Maman m'a dit que grand-père voulait m'offrir le complexe. Je ne. Philippe, a aboyé mon père, sa voix tranchant l'air, mais il était trop tard. La foule croyait ce qu'elle voyait. Le direct était déjà devenu viral. Les téléphones étaient levés. Les gens enregistraient, chuchotaient, haletaient sur les réseaux sociaux. Le hashtag Scandale Valette a commencé à grimper en quelques minutes. L'un des actionnaires, M. Durand, un vieil ami de grand-père, était déjà au téléphone, appelant son avocat pour arrêter le transfert immédiatement. La salle de bal semblait plus petite, plus dense, comme si tous les mensonges qui avaient été racontés au sein de la famille s'étaient rassemblés dans l'air, enfin visibles de tous. Ma mère a tenté un dernier sourire, tremblant. « S'il te plaît », a-t-elle murmuré. « Étienne. Tu fais une scène. »« Non », ai-je dit doucement, en me tournant vers la foule. « J'écris l'histoire. » Et puis Mireille a franchi la porte, sa présence traversant le chaos comme une lame. Elle portait un dossier en cuir, s'est dirigée droit vers grand-père, qui se tenait dans un coin, se stabilisant avec une canne. Elle lui a tendu le contrat original, ses bords froissés, mais portant toujours le sceau du notaire. La voix de grand-père tremblait légèrement, mais a porté dans toute la salle. Selon l'accord de fondation, toute rupture de confiance entraîne la déchéance immédiate du contrôle. À compter de cet instant, j'active cette clause. Les gens ont haleté. Les journalistes prenaient des notes, les appareils photo crépitaient, et le personnel de relations publiques se précipitait pour tirer des rideaux sur les murs. Un murmure s'est transformé en rugissement alors que la sécurité et deux responsables financiers se dirigeaient vers mes parents. Dehors, des sirènes ont commencé à résonner le long de la promenade des Anglais. La police financière, déjà prévenue par Mireille.
Le groupe de jazz avait cessé de jouer. Les invités se sont dirigés vers les sorties, chuchotant comme s'ils avaient assisté à une exécution publique. Je me tenais au milieu de tout ça, tenant un verre de vin qui tremblait légèrement dans ma main. La douce brûlure de la victoire n'est pas venue. Tout ce que je sentais, c'était le poids de ce que je venais de commencer. Ce n'était pas une fin. C'était le premier coup de la véritable tempête. La lumière du matin filtrait à travers les parois de verre de la salle du conseil d'administration du complexe Valette, transformant l'océan dehors en éclats d'argent. La table était longue et froide, bordée de visages qui avaient autrefois loué mon père. Maintenant, ils observaient en silence. À la tête de la table se trouvaient 2 auditeurs fédéraux, calmes et impénétrables. Grand-père était à côté de moi, ses mains jointes sur sa canne. Mireille avait des piles de dossiers ouverts devant elle. Mon père paraissait plus petit que d'habitude dans son costume bleu marine impeccable, mais sa voix était toujours aussi tranchante. Mon fils a fabriqué ces absurdités, a-t-il dit. Il a toujours été jaloux de notre succès. Il a piraté les systèmes, truqué les images, et maintenant il veut détruire le nom de sa famille. J'ai croisé son regard. Si cette vidéo était fausse, explique pourquoi chaque retrait correspond aux dates où maman postait des photos depuis les Bahamas. Une onde de choc a parcouru la pièce. Ma mère était assise, raide à côté de lui, les mains serrées sur ses genoux. L'un des auditeurs a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre ayant des informations pertinentes. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis une voix tremblante s'est élevée du fond de la pièce. C'était Martin, le comptable principal qui avait travaillé sous les ordres de mon père pendant des années. Il s'est levé, pâle et tremblant, une enveloppe scellée à la main. Je ne peux plus garder ça, a-t-il dit en la posant sur la table. Ce sont des copies de factures falsifiées que Madame Valette a approuvées. On m'a dit qu'elle faisait partie d'une structure de remboursement, mais les montants ne correspondaient jamais. J'ai tout gardé. L'air est devenu lourd. Le souffle de ma mère s'est coupé. Martin, ne fais pas ça, a-t-elle murmuré, mais il a gardé les yeux baissés. Les auditeurs ont pris l'enveloppe, parcourant chaque page. Le bruit du papier froissé était assourdissant. Philippe a enfoui son visage dans ses mains. Je ne veux pas du complexe, a-t-il dit soudain, sa voix se brisant. Je ne l'ai jamais mérité. Je ne sais même plus ce qu'il représente. Il m'a regardé à travers ses larmes. Pendant une seconde, je l'ai revu comme un enfant effrayé, le même garçon que je couvrais autrefois, celui qui obtenait tout parce que je ne pouvais pas dire non. Je voulais le détester, mais tout ce que je ressentais, c'était de la pitié. Puis mes parents ont commencé à se disputer, les mots se chevauchant, les accusations se déversant comme de l'acide. Mon père a reproché à ma mère d'avoir été négligente. Ma mère a répliqué que c'était sa cupidité qui les avait ruinés. La pièce a éclaté jusqu'à ce que le bruit d'une chaise raclant le sol mette fin à la dispute. Grand-père avait essayé de se lever, s'agrippant à la table pour garder l'équilibre, mais son corps a lâché. Il s'est effondré avant que quiconque puisse l'atteindre. Grand-père, ai-je crié en me précipitant à ses côtés. Sa respiration était superficielle, sa peau cendrée. Quelqu'un a appelé à l'aider en quelques secondes, le son d'une sirène d'ambulance a rempli l'air extérieur, stridente, identique à la fausse que ma mère avait jouée au téléphone ce jour-là. L'écho de cette sirène m'a tordu les entrailles alors que les ambulanciers le soulevaient sur un brancard. Il a ouvert les yeux juste assez longtemps pour me serrer la main. Ne les laisse pas emporter notre nom avec eux, a-t-il murmuré. Quand les portes se sont refermées derrière lui, le silence est retombé. Mireille a fait glisser un document sur la table vers moi. Il a signé ça hier soir, a-t-elle dit doucement. Contrôle temporaire de Valette Resorts, effectif immédiatement en cas d'incapacité. Mon père a frappé la table de sa paume. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il aboyé. Mais les auditeurs s'étaient déjà levés. Mais Madame Valette, a dit l'un d'eux. Nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire. Il y a des mandats d'arrêt en cours basés sur les preuves présentées. Il n'avait plus l'air si puissant. Les yeux de ma mère ont alors fait la navette entre moi et le dossier devant moi, son expression prise entre la peur et l'incrédulité. Mon père a essayé de parler, mais les agents les emmenaient déjà. La porte s'est refermée derrière eux, ne laissant que le murmure des vagues au dehors. Je me suis assis dans ma chaise, fixant la table jonchée de papier, les péchés de ma famille réduits à de l'encre et des signatures. Mes mains tremblaient, bien que je ne m'en sois rendu compte que lorsque Mireille a touché mon bras.
Ils ont volé mon argent, ai-je dit doucement, presque pour moi-même. Mais ce qu'ils n'ont pas pu prendre, c'est sa foi en moi. Dehors, l'orage du matin a déferlé sur la baie, le tonnerre grondant sur l'horizon. J'ai regardé par la fenêtre striée de pluie et j'ai réalisé que je n'étais plus le fils qu'on avait trompé pour qu'il donne un code de coffre-fort. J'étais celui qui réécrivait l'histoire de la famille, et cette fois, je ne donnais la clé à personne. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Nice était un théâtre froid de verre et de métal, baigné d'une lumière fluorescente blanche qui rendait tout le monde plus pâle qu'en réalité. Dehors, les couloirs étaient bordés de caméras et de journalistes. À l'intérieur, c'était silencieux, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et des clics réguliers des stylos sur les carnets de notes. Mireille était assise à côté de moi, une forteresse de calme dans un tailleur bleu marine. De l'autre côté de l'allée, mes parents et leur avocat chuchotaient furieusement, leurs visages des masques de tension et de peur. Quand l'enquêteur principal a appelé mon nom, je me suis levé et j'ai pris place à la barre des témoins. Le micro a grésillé une seconde alors que je commençais. Je m'appelle Étienne Valette, ai-je dit, ma voix basse mais claire, et j'ai été trompé par les personnes en qui j'avais le plus confiance. Je leur ai tout raconté, du premier appel téléphonique, la voix tremblante de ma mère, les fausses sirènes en arrière-plan, jusqu'au moment où je lui ai donné le code de mon coffre parce que je pensais que mon grand-père était mourant. J'ai décrit la conduite de nuit pour ne trouver que grand-père en bonne santé, sirotant son café, et la prise de conscience que tout avait été un mensonge. J'ai expliqué comment j'avais découvert les fonds manquants, les virements falsifiés et les tentatives cachées de céder l'entreprise à mon frère. L'avocat de la partie adverse s'est levé pour objecter, affirmant que la preuve vidéo était manifestement altérée. Mireille n'a pas sourcillé. Elle s'est avancée au centre de la pièce et a fait signe d'éteindre les lumières. Monsieur le juge, a-t-elle dit, voici l'enregistrement de sécurité brut et horodaté de la résidence de Monsieur Valette, vérifié par le fabricant des systèmes. L'écran s'est allumé, montrant la séquence continue et non montée. Le scan biométrique, la date et l'heure exacte en surimpression, le son des voix de mes parents. Il n'y avait aucune coupure, aucun montage, juste la vérité en haute définition. Puis l'un des enquêteurs a présenté de nouvelles preuves, des emails imprimés récupérés sur un disque dur saisi. La ligne d'objet de l'un d'eux disait « Transférer 5 millions au compte de contingence avant la cérémonie ». L'expéditeur était ma mère. Le message avait été tracé jusqu'à son ordinateur personnel, signé avec son identifiant numérique crypté. Elle l'a regardé comme si elle n'avait jamais vu son propre nom auparavant. Lorsqu'on lui a demandé de répondre, elle s'est levée lentement, la voix tremblante mais défiante. « Je l'ai fait pour cette famille », a-t-elle dit en se tournant vers l'audience. « Pour mon mari, pour Philippe. Étienne nous a toujours enviés. Il a toujours douté de nos intentions. Il voulait diviser cette famille et je. Je l'ai interrompu, calme mais tranchant. Tu as prétendu que grand-père était mourant pour pouvoir vider mon compte. Ce n'est pas la famille. C'est du vol. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quelle dispute. Mon père a tenté d'intervenir, le ton cassant de rage. Assez de ce cirque. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Tu vas détruire le nom de la famille. Son avocat a tiré sur sa manche, mais il l'a repoussé. J'ai fait ce que je devais faire. A-t-il crié soudainement, la voix se brisant. Je voulais protéger notre réputation. Si l'entreprise lui revenait, tout le monde penserait que j'ai échoué. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme de la fumée. L'enregistreur sur le bureau clignotait en rouge, capturant chaque syllabe. Même les enquêteurs semblaient surpris. Les yeux de Mireille ont croisé les miens pendant une brève seconde de complicité. Le reste de la session s'est déroulé rapidement après ça. Le jury s'est retiré pendant 10 minutes, puis est revenu avec une décision provisoire. Tous les actifs de la famille Valette seraient gelés jusqu'à la décision finale, et le contrôle temporaire de Valette Resorts me serait transféré sous supervision judiciaire. J'ai à peine entendu le reste des détails, juste le son du marteau, les déclencheurs des appareils photo qui explosaient à l'extérieur, et le bourdonnement des voix qui s'élevaient derrière moi. Quand je suis sorti dans le couloir, des éclairs de lumière blanche m'ont aveuglé. Un journaliste s'est avancé avec un micro. « Monsieur Valette, qu'est-ce que ça fait de voir vos parents accusés de vous avoir escroqué ?» J'ai fait une pause, les mots coincés dans ma gorge. « C'est triste, ai-je finalement dit. Mais parfois, la vérité doit être cruelle avant de pouvoir guérir quoi que ce soit. » J'ai continué à marcher, dépassant les caméras, dépassant le chaos,
jusqu'à ce que le son devienne un écho sourd. Mireille m'a rattrapé, m'a fait un signe de tête discret. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Mais tu as déjà tout changé. Et je savais qu'elle avait raison. Le monde dans lequel j'avais grandi, le faste, la fierté, les faux-semblants avaient disparu. À sa place se tenait quelque chose de mis à nu, de fragile et de réel, la vérité. 3 mois plus tard, la lumière d'automne sur Paris était plus douce, atténuée par des nuages qui ressemblaient à de la cendre et de la soie. La ville avait retrouvé son rythme, mais pour moi, tout avait changé. Le tribunal avait rendu son verdict final. Roland et Hélène Valette ont été reconnus coupables de fraude financière et de complot en vue de détourner des fonds fiduciaires. Ils ont été condamnés à la prison fédérale, leurs actifs restant saisis pour rembourser ce qu'ils avaient volé. Philippe avait disparu des médias, s'éclipsant discrètement à l'étranger. Certains disaient Londres, d'autres Barcelone. Cela n'avait pas d'importance. Valette Resorts était à moi maintenant, légalement, définitivement et publiquement. La première réunion du conseil d'administration sous ma direction fut sobre, mais résolue. Chaque visage à cette table avait autrefois appartenu à l'empire du silence de mon père. Maintenant, il se tournait vers moi pour obtenir des directives. Je suis resté simple. À partir d'aujourd'hui, ai-je dit, nous reconstruisons cette entreprise sur la confiance. Pas de mensonges, pas d'accord dans l'ombre. Plus jamais. Des applaudissements ont rompu le silence. Ils n'étaient pas bruyants, mais ils étaient sincères. J'ai passé les semaines suivantes à restructurer les départements, à régler les salaires impayés et à rouvrir le programme de formation des employés qui avait été gelé des années auparavant. La première initiative que j'ai approuvée fut le fonds de bourse d'études Eugène Valette, dédié aux enfants de nos travailleurs les moins bien payés. Grand-père avait toujours dit que l'équité n'était pas un geste, c'était une discipline. Un après-midi tardif, Mireille est passée à mon bureau avec une enveloppe scellée. Le papier était vieux, l'écriture familière. Il a laissé ça avec moi, a-t-elle dit. Il a dit que tu saurais quand l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une photocopie des tout premiers statuts de l'entreprise, signée d'une encre si pâlie qu'elle ressemblait à de la fumée. Attachée, une note de grand-père, écrite de sa belle écriture penchée. Ils peuvent prendre la fortune, Étienne, mais si tu gardes ton intégrité, la fortune retrouvera son chemin vers toi. J'ai posé la lettre sur mon bureau et je l'ai fixée longuement. Il avait su comment cela se terminerait. Peut-être même m'y avait-il préparé depuis le début. Cette nuit-là, alors que la ville brillait sous la pluie, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Philippe. Je ne veux pas de l'argent. J'espère juste qu'un jour tu pourras me pardonner. Je n'ai pas répondu. Je l'ai sauvegardé dans un dossier privé intitulé L'Histoire. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse. Elles ont juste besoin de cesser de saigner. Je suis sorti sur la terrasse, l'air frais contre mon visage. La ligne d'horizon scintillait sur le verre des tours voisines. J'ai pensé à ce coffre-fort, 7410. Les chiffres qui représentaient autrefois la trahison. Maintenant, ils symbolisaient autre chose. La prévoyance, la clarté, la force. Le code était devenu une histoire en soi, un rappel que la confiance, une fois brisée, peut aussi être reconstruite, mais seulement par ceux qui sont prêts à affronter ce qui l'a détruite. Dans les semaines qui ont suivi, Valette Resorts a retrouvé sa stabilité. Les anciens investisseurs sont revenus, de nouveaux sont arrivés, et le personnel a recommencé à parler avec fierté. Pour la première fois, l'entreprise n'était pas un monument à l'ego. C'était un lieu qui semblait sain.